Ce tableau impressionniste de Berthe Morisot nous montre deux jeunes filles en train de jouer du flageolet. Cela atteste que l'instrument existait encore à la fin du 19e. En fait, on a joué du flageolet depuis la Renaissance jusqu'à l'aube de la Grande Guerre. L'instrument que vous voyez ici ressemble sans doute à ceux que jouent ces jeunes filles. Il a été fabriqué autour de 1850 et est attribué à un facteur qui s'appelait Prudent Noblet. Voici juste quelques notes pour que vous puissiez entendre la sonorité. C'est un instrument donc à la sonorité assez aiguë et c'est peut-être pour ça qu'il a survécu après le baroque. Il était suffisamment puissant pour tenir sa place dans un petit orchestre. Donc le flageolet est un instrument qui fonctionne comme la flûte à bec, mais les trous ne sont pas disposés pareil. Il n'y en a que 6, alors que la flûte à bec en compte 8. Il y a 4 trous sur le devant et 2 trous de pouce à l'arrière, dont celui qui est en haut sert à l'octaviation comme à la flûte à bec. Il y a des flageolets à bec et des flageolets à pompe. Le flageolet à pompe est beaucoup plus récent. Il date vraisemblablement de la fin du XVIIIe et il est décrit pour la première fois dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Et voici un texte qui nous décrit les deux formes du flageolet. Donc ce texte date de 1880. Le flageolet a sans doute ses origines, comme la flûte à bec, dans la flûte à 6 trous, qui évidemment est un instrument beaucoup plus ancien. On dit souvent que le flageolet a été inventé par le sieur Juvigny de Paris, qui l'a joué dans le ballet comique de la Reine. Mais si on regarde le texte d'assez près, on s'aperçoit qu'il s'agit du dieu Pan, et a priori, l'instrument qui porte ici le nom de flageolet doit sûrement être une flûte de Pan. La première vraie description du flageolet tel que nous le connaissons se trouve chez Thoinot-Arbeau dans l'orchésographie. Il nous décrit l'arigot, qui serait une ancienne version du flageolet à 6 trous, en usage au XVIe siècle dans l'armée française. L'instrument pouvait donc avoir, à cette époque, une fonction militaire. Et Arbeau précise que les meilleurs flageolets possèdent 4 trous devant et 2 à l'arrière. Il s'agit bien de l'instrument que nous appelons aujourd'hui le flageolet. Pierre Trichet, dans son traité des instruments, nous parle aussi du flageolet. Il nous confirme cette utilisation militaire de l'instrument. La première vraie description de l'instrument se trouve dans un traité du XVIIe siècle, l'harmonie universelle de Marin Mersenne, donc qui date de 1637. Ce n'est pas une méthode, juste une présentation de l'instrument et de sa technique au début du XVIIe. Il nous fait les louanges de l'instrument et aussi il nous parle de la matière dont il est fait. Ensuite, il explique les doigtés. Il nous donne 2 systèmes de doigtés. Donc, vous les voyez illustrés ici. Soit le pouce et 2 doigts de chaque main, soit pour la main gauche, le pouce et 3 doigts, et pour la main droite, le pouce et un seul doigt, l'index. Alors, il faut dire aussi que le pavillon sert également de trou de note. Il est possible que l'accès au pavillon soit plus facile avec la deuxième technique qu'avec la première. En tout cas, c'est l'auriculaire
qui est utilisé pour boucher éventuellement le pavillon de l'instrument, pour baisser la note fondamentale d'un demi-ton ou d'un ton. Voici donc la tablature de Mersenne qui nous indique bien l'utilisation du pavillon. Voici quelques conseils pour bien jouer le flageolet. Donc il faut souffler correctement, ouvrir et fermer les trous comme il faut. Et puis Mersenne nous donne aussi des indications sur différentes façons de jouer l'instrument. Un peu plus tard, Pierre Trichet nous parle également du flageolet dans son traité des instruments de musique. Ce traité est resté à l'état de manuscrit. Il consacre au flageolet un chapitre un peu fantaisiste, notamment en ce qui concerne l'histoire de l'instrument. Il nous dit même que l'instrument aurait été inventé par Mercure, ce qui est évidemment de la pure fantaisie. Voici les doigtés indiqués par Trichet, donc pouce et deux doigts de la main gauche et la même chose pour la main droite, sauf que le pouce, le trou de pouce de la main droite se trouve en fait entre les trous 1 et 2. Il donne également un système de chiffres pour mieux s'y retrouver dans la partition. Alors Trichet nous parle du jeu en ensemble. Donc il nous donne une idée de la taille des différents flageolets qui pouvaient faire partie de ce consort. Voici un traité de 1650. Il a été publié en Allemagne. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce qu'il a été écrit en latin et la tablature ne me paraît pas très claire. Mais on peut dire que le flageolet est devenu un instrument européen. S'il semble être né en France, il s'est exporté dans d'autres pays européens. Il pourrait avoir été introduit par exemple en Grande-Bretagne à la suite du retour d'exil du roi Charles II, qui avait séjourné en France pendant la période austère du Commonwealth d'Oliver Cromwell. Et voici un texte de 1728 qui nous parle de l'utilisation du flageolet à Londres au siècle précédent. Donc le texte est de Roger North. Il nous cite un musicien qui s'appelait John Bannister et il raconte l'ouverture en 1672 dans une maison à Londres d'une salle de concert avec table et chaises comme dans une taverne où venaient mélomanes et musiciens, dont Bannister lui-même, faisant des prouesses en solo avec un flageolet. Les auditeurs devaient payer pour entendre le morceau de leur choix. En quelque sorte, c'est presque l'ancêtre du jukebox. Et voici la première méthode que nous connaissons, la première vraie méthode publiée en Angleterre en 1675 par Thomas Greetings. Le titre The Pleasant Companion. Et Greeting nous présente le flageolet comme un véritable compagnon agréable que l'on peut mettre dans sa poche pour l'avoir partout avec soi, sur terre ou sur mer. Il a par ailleurs cet avantage par rapport à d'autres instruments, celui d'être toujours juste ce que les autres ne sont pas. Nous pouvons exercer notre jugement là-dessus. Même s'il paraît difficile au départ, il suffit de quelques heures de travail avec l'aide d'un professeur habile pour en obtenir aisément la maîtrise. Et Greeting nous donne également deux méthodes, deux façons de mettre les mains sur l'instrument.
Le pouce, c'est 3 doigts de la main gauche et le pouce, c'est l'index de la main droite, ou le pouce et 2 doigts de chaque main. Et Greeting préfère effectivement la deuxième tenue. Mais Greeting utilise un système de notation par tablature, ce qui nous rend assez difficile la lecture des notes. Donc ici, il y a une table d'équivalence entre les doigtés des tablatures et les notes réelles. Ce tableau correspond à un flageolet en fa. Non, je dirais plutôt un flageolet en sol, puisque le tout premier doigté utilise le pavillon bouché. Et voici un exemple de la notation par tablature, donc qu'il appelle dot notation. Les rythmes sont donnés par les notes au-dessus et puis les notes sont indiquées doigté par doigté. Greeting fut un des premiers défenseurs anglais du flageolet. Il a entre autres enseigné l'instrument au célèbre Samuel Pepys, qui en fait son instrument de prédilection et en parle souvent dans son journal. Donc vous avez ici quelques extraits de son journal, où il raconte que le flageolet fait vraiment partie de sa vie. Par exemple, si je prends ce qui est marqué en bas de la page, j'ai travaillé un peu mon flageolet, puis suis allé dans ma cour voir mon stock de pigeons qui commence à se reproduire rapidement avec le printemps. Ou encore, de là je suis allé à St. James Park et suis allé chez moi chercher mon flageolet et je l'ai joué un peu car la matinée était agréable et ensoleillée. Comme je l'ai dit, le flageolet est devenu un instrument européen. Et pour vous le montrer, voici à gauche un flageolet fabriqué à Nuremberg en Allemagne, signé de la lettre D. Serait-ce Johann Christoph Denner? Cet instrument est aujourd'hui au Historisches Museum à Bâle. Ensuite, au milieu, un flageolet fabriqué à Nuremberg également par Sebastian Schell. Et celui-ci est en Belgique, à Anvers. Et puis, il y a un troisième instrument à droite fabriqué aux Pays-Bas par De Haze. En Italie, l'existence du flageolet français est attestée par Bartolomeo Bismantova en 1677. Et il nous donne la deuxième manière de Mersenne de placer les doigts, c'est-à-dire pouce et 3 doigts de la main gauche et pouce et index de la main droite. Voici une méthode française publiée en 1700, la véritable manière d'apprendre à jouer en perfection du hautbois, de la flûte et du flageolet par Jean-Pierre Frayon-Poncin. L'auteur donne la même importance aux 3 instruments. Donc voici sa méthode de placer les doigts, donc pouce et 3 doigts de la main gauche, pouce et index de la main droite. Et voici sa tablature. Donc le flageolet a été employé dès le XVIIe siècle dans la musique savante, par exemple dans une introduction instrumentale pour 2 flageolets dans l'oratorio Abelle di Pietro Torri, créé à Bruxelles en 1695. Il est aussi utilisé au XVIIIe siècle à l'opéra chez Vivaldi, Handel et Gluck. Il a sans doute joué dans l'orchestre le même rôle que le piccolo et aurait été utilisé par Handel, Rameau, Gluck et Mozart. Et cette partition d'une cantate de 1718 nous montre que le flageolet avait parfois sa place dans la musique savante au XVIIIe siècle. Vous avez donc une ligne dédiée à la petite flûte ou au flageolet.
Voici une autre méthode anglaise, mais qui nous fait voir une autre manière d'utiliser le flageolet. Car euh, étant relativement aigu, il peut être utilisé pour l'apprentissage des oiseaux. Un oiseau qui pouvait siffler des airs à la mode avait une valeur marchande beaucoup plus importante qu'un oiseau qui ne faisait que cuit-cuit. Donc l'auteur nous dit que cette méthode permettra de faire des progrès sur le flageolet, qui est un instrument à la fois charmant et source de profit pour les oiseleurs en particulier, car nous savons que les oiseaux qui ont reçu un enseignement à l'aide d'un flageolet peuvent être vendus pour un très bon prix. Donc voici sa façon de placer les doigts, donc pouce et deux doigts de chaque main, et cette tablature correspond à un flageolet en sol. Le flageolet en sol semble avoir été l'instrument le plus usité en Angleterre à cette époque. Donc l'auteur utilise ici le système de notation de greeting, mais également les notes musicales, ce qui nous rend la lecture beaucoup plus facile. Voici donc des airs pour la linotte, l'alouette et le bouvreuil, et ce dernier semble provenir de l'opéra Rinaldo de Handel. Voici maintenant l'encyclopédie de Diderot d'Alembert avec une tablature qui correspond à un flageolet en ré avec le do grave joué en bouchant le pavillon. Diderot nous parle également des doigtés. Donc il préconise le pouce et trois doigts de la main gauche et le pouce et un doigt, excusez-moi, de la main droite. Il nous parle également de la pompe. C'est la première indication que nous avons de cette pompe. Il décrit le flageolet d'oiseau, donc le petit, comme étant équipé de cette pompe. J'en parlerai tout à l'heure. Et il nous donne donc l'indication qu'il y a deux flageolets, le flageolet d'oiseau et le gros flageolet, qui est effectivement l'instrument normal. Dans son ouvrage Le diapason général de tous les instruments à vent, Louis-Joseph Francoeur nous parle également du flageolet et nous donne un exemple de sa tessiture. Alors voici un flageolet à pompe, un flageolet d'oiseau, tel que décrit par Diderot, du XVIIIe, qui est aujourd'hui à Paris, au Musée de la musique. Je vous ai indiqué la longueur pour que vous voyez que c'est vraiment un instrument très petit. Et voici des airs qui sont écrits pour l'apprentissage des serins. Donc, nous sommes en 1785. Et voici un texte de 1818 qui nous explique comment il faut pratiquer pour faire cet apprentissage. Bon, apparemment, c'est assez laborieux et peut-être pas très facile pour l'oiseau. L'auteur indique également que si on n'a pas de flageolet sous la main, on peut utiliser une serinette
qui était une espèce de tout petit orgue de barbarie qui émet des sons très aigus. Et le mot serinette vient évidemment du nom serin. Voici 3 flageolets d'oiseaux du 18e, 2 à pompe et 1 sans pompe, donc un flageolet à bec. Voici 2 flageolets d'oiseaux à bec du 19e. Les dimensions vous montrent combien l'instrument est petit. Voilà, vous avez ici un flageolet d'oiseau et un flageolet à pompe côte à côte. Voici des flageolets à bec du 18e. Le flageolet était tellement populaire que dans le manuel du tourneur de Bergeron, nous trouvons un chapitre sur comment fabriquer un flageolet. C'est sans doute le 19e siècle qui fut l'âge d'or de l'instrument. Dans cet ensemble du 19e, on entend, malgré la présence d'instruments assez sonores, on entend bien le flageolet. Et le flageolet était souvent utilisé pour animer des bals. Donc, il pouvait se trouver dans un ensemble comprenant cornet à piston, piano, violon, etc. Et on l'entend bien malgré la puissance des autres instruments. Donc voici juste quelques exemples. On entend bien l'instrument malgré la puissance des autres instruments de l'ensemble. Donc voici des flageolets à bec du 19e. La plupart sont à Paris. Il y en a un qui est dans une collection particulière et un autre qui est à Perpignan.
Et voici des flageolets à pompe. La pompe se généralise au 19e et c'est la tonalité de La qui devient plus ou moins la norme. Jusqu'ici, les flageolets français se fabriquaient en plusieurs tonalités différentes, notamment Ré, Fa, Sol et La, mais à partir de 1800, c'est l'instrument en La qui s'est imposé. La longueur de ces instruments est d'environ 370 mm, dont la pompe fait autour de 200 mm. L'instrument était en La, donc, mais ce n'est pas toujours très facile de lire une tablature en La un instrument en La parce qu'il y a beaucoup de petites lignes au-dessus de la portée. Et c'est pour ça que petit à petit, les compositeurs ont commencé à écrire la musique comme si l'instrument était en Ré, donc en faisant un instrument transpositeur. Donc cette tablature extraite de l'Histoire générale de la musique de Fétis, 1872, pour un flageolet sans clé, correspond à un instrument en La, mais considéré comme un instrument en Ré. L'auteur explique aussi que les dièses se jouent en bouchant partiellement les trous, ce qui n'est pas toujours aisé. Et c'est pour cette raison que petit à petit on voit apparaître des clés. Donc voici une première clé qui permet d'avoir le Ré dièse ou le Si bémol en La. Une deuxième clé qui vous donne le Sol dièse ou le Mi bémol si on résonne en La. Une troisième clé, plutôt deux clés maintenant pour jouer plus facilement les trilles. Donc il y a une clé pour le ton, une clé pour le demi-ton. Ensuite, il y a une clé de sifflet qui joue un peu le rôle de clé de registre pour faciliter les notes aiguës. Et elle se joue avec une phalange de l'index gauche. Et pour en finir, voici un flageolet à système Böhm. Le flageolet n'a pas échappé à cette transformation des instruments au 19e. Et voici un instrument muni d'une clé d'écho qui permet de jouer piano. En fait, cette clé remonte un tout petit peu le diapason de l'instrument, donc il permet de souffler moins fort. Alors, ces instruments se situent autour du La 435. Alors, voici donc une explication de la pompe. Elle se compose de 3 pièces. Le bec, souvent en corne, en os, en ivoire ou en nacre, qui ressemble un peu à une hanche, mais qui n'en est pas une. Il possède une toute petite perce. Ensuite, il y a un porte-vent en dessous de ce bec, qui a une perce conique, donc étroit en haut et s'évasant vers le barillet, qui est la troisième pièce. Et ce barillet est relié donc à la colonne d'air de l'instrument à travers le canal et peut constituer un résonateur dont la fonction serait similaire à celle des cordes sympathiques d'une viole d'amour. Donc vous voyez cela en coupe. Le bec à gauche, le porte-vent au milieu, le barillet vers la droite et ensuite le canal. À propos de la pompe, Jules Gard dit ceci dans sa méthode complète de flageolet, publiée pendant la première moitié du 19e. Il y a des flageolets à pompe et des flageolets à bec. Ils ne diffèrent en rien pour le ton et pour l'étendue. Ceux à pompe ont le son beaucoup plus doux et plus agréable. Ils ont en outre l'avantage de ne pas s'humecter comme ceux à bec, attendu que la pompe, dans laquelle on peut introduire une petite éponge, est destinée à recevoir l'eau de la vapeur de la laine. C'est vrai, la pompe donne au flageolet une sonorité particulièrement fine et élégante. Voici un autre texte, cette fois-ci d'Eugène Roy, dans sa méthode complète pour le flageolet sans clé et avec clé. Ceux à bec ont le son dur et ceux à pompe, au contraire, approchent beaucoup de la flûte et doivent être préférés. On a imaginé depuis peu d'introduire dans la pompe du flageolet
une éponge qui doit en remplir le vide sans cependant empêcher le vent de circuler. Cette éponge sert à retenir l'eau que donne l'haleine en soufflant et qui, sans ce moyen, engorgerait l'embouchure du flageolet et lui donnerait une espèce d'enrouement. À l'expérience, l'éponge n'est pas très efficace parce que l'humidité se dépose surtout en haut de la pompe, mais sans éponge, même sans éponge, les flageolets ne semblent pas se boucher comme le font parfois les flûtes à bec. Voici un autre texte qui explique la différence entre les flageolets à bec, les flageolets à pompe, et qui explique également l'utilisation du pavillon comme trou de note. Ce texte est donc de la toute fin du 19e. Voici donc mise en valeur la partie sur le flageolet à pompe. Et maintenant, je vais vous montrer une coupe d'un flageolet typique. Rassurez-vous, je n'ai pas coupé en deux l'instrument original. Mais vous voyez bien la pompe en haut, le corps de l'instrument en bas, et tout en bas, vous avez le profil de la perce. Donc ce n'est pas une perce parfaitement cylindrique, au contraire, c'est une perce tronconique, irrégulière, un peu comme celle des flûtes à bec, et les trous sont marqués par ces ronds noirs, la position des trous. Voici les tablatures d'Eugène Roy pour un flageolet sans clé et à deux clés. Il faut remarquer qu'un des flageolets est à pompe et que l'autre est à bec. Voici une liste de compositeurs ayant utilisé le flageolet. Donc de Purcell à Carulli, en passant par Mozart, Collinet, Bousquet. Berlioz, Samuel Pepys et Robert Louis Stevenson sont réputés l'avoir joué. Berlioz a même fait son apprentissage musical à l'aide de cet instrument, qui est resté populaire pendant tout le XIXe siècle et souvent utilisé pour animer les bals. Le nombre d'instruments survivants du XIXe témoigne de cette popularité. Et voici en bas la liste de quelques musiciens qui jouent du flageolet. Donc il y a Hugo Rennes, Jérémy Papasergio, Anne Leleu, Philippe Perlot en France, Aline Hopchet en Belgique, Anne Casolaro-Kirchmeier en Suisse et Rubens Kuffer, qui est brésilien mais qui habite aujourd'hui en Suisse. Voici quelques auteurs ayant écrit des méthodes pour le flageolet. Donc Greeting, Frayon-Ponsin, John Walsh, Jules Gare, Hippolyte Bonisseau, Eugène Roy, Guillaume Roy et Narcisse Bousquet. Et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu du flageolet anglais qui aurait été inventé à la fin du XVIIIe. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'à partir du XIXe, on faisait la distinction entre le flageolet français et le flageolet anglais, en sachant que, en Angleterre au moins, le flageolet français était considéré comme l'instrument professionnel, alors que l'instrument anglais était plutôt destiné aux amateurs. Au début, il pouvait avoir 7 trous devant et un trou de pouce à l'arrière, un peu comme la flûte à bec, mais peu à peu, c'est l'instrument à 6 trous, sans trou de pouce, qui s'est imposé, l'octaviation se faisant, dans ce cas, au souffle. Comme le flageolet français, l'instrument se dote de clés pour faciliter le jeu de certaines notes, et la perce du flageolet anglais semble plus simple que celle de l'instrument français, et sa facture souvent plus rudimentaire. Comme je l'ai dit, le flageolet anglais est donc considéré avant tout comme un instrument pour amateurs, et pour faciliter le jeu, les noms des notes sont parfois gravés à côté des trous à boucher,
et des pointes décoratives placées entre les trous pour guider les doigts. Sa popularité vient peut-être du fait qu'il est plus facile à jouer avec une certaine virtuosité que la flûte, et généralement les flageolets anglais sont accordés en ré. Donc les 6 trous sont placés sur le dessus. Il y a parfois un trou de pouce. Les doigtés sont plus faciles que ceux de l'instrument français. Les 2 octaves ont les mêmes doigtés, donc ce qui simplifie beaucoup les choses. Et avec cet instrument, la roue a tourné et nous retrouvons les doigtés de la flûte à 6 trous du Moyen Âge. Le porte-vent est plus court que la pompe de l'instrument français. Il porte le nom de sponge chamber, ce qui laisse supposer que l'usage de l'éponge était assez systématique. Un des facteurs les plus célèbres est William Bainbridge, qui a déposé de nombreux brevets pour améliorer, entre guillemets, son instrument. On parle alors de improved flageolet ou de patent flageolet. Il tient à le faire savoir. Vous voyez écrit patent sur l'instrument qui est à gauche et également le mot inventor, inventeur. À droite, je veux dire. On attribue à Bainbridge l'octaviation sans faire appel au trou de pouce, comme le décrit l'article ci-dessous. Et parmi ces brevets, il y a ce système que vous voyez en bas. Le premier trou est partiellement bouché avec de l'ébène pour que de loin il ressemble à un trou, mais en fait, il y a juste une toute petite ouverture qui permet, en ouvrant ce trou, d'octavier facilement. Donc il n'y a pas de résonateur. Le porte-vent de ce flageolet de Bainbridge est plein avec juste un tuyau central pour conduire le souffle. Et lorsque l'instrument est monté, il reste un peu de place pour insérer une petite éponge. Plus bas, vous avez un système un peu plus compliqué. Avec une éponge disposée autour d'un tuyau central, l'air arrivant en partie par les 4 trous concentriques et déposant son humidité dans cette éponge avant de poursuivre son chemin vers le canal par le trou central. Voici un porte-vent appartenant à un flageolet double, possédant en plus du canal central 6 trous concentriques débouchant sur une éponge. Et en bas, vous avez un autre système. Le sillon dans la découpe du bouchon devait vraisemblablement contenir un tube métallique amenant le souffle jusqu'à une éponge placée au fond. La condensation devait vraiment être une obsession de ces facteurs. Donc voici encore un dispositif anti-condensation. On dirait un bec de flûte à bec, mais en fait, il y a le sponge chamber qui vient l'englober et la découpe du bec est sans doute destinée à contenir une éponge. Alors Bainbridge a également construit des flageolets doubles, Bainbridge et d'autres, Simpson entre autres. Alors au milieu, vous avez tout un système pour amener le vent à travers une éponge vers les 2 tuyaux. Et vous avez aussi un système de clés qui bouche la fenêtre de chaque côté, permettant donc de neutraliser un des tuyaux. Alors vous allez entendre maintenant
Je possède un de ces flageolets et j'avoue que il n'est pas facile à jouer. Mais Bainbridge ne s'est pas contenté de faire des flageolets doubles. Voici un flageolet triple, donc il y a 3 tuyaux, et grâce à un système de clés, il était possible de faire les 3 tuyaux à la fois, et une clé permettant éventuellement de neutraliser le troisième. Bainbridge lui-même a reconnu que l'instrument n'était pas facile à jouer, d'où le support en bois destiné à poser le flageolet sur une table pour porter son poids, ainsi que le bec incliné vers le musicien. Le flageolet anglais a peut-être donné naissance au penny whistle ou tin whistle. Donc le- la fabrication industrielle du fer blanc a permis effectivement la production d'un instrument très peu cher et il est possible que les ouvriers irlandais qui travaillaient sur les chemins de fer, entre autres en Angleterre, aient ramené cet instrument en Irlande. Le terme penny whistle suggère que l'instrument se vendait à un prix très modique, donc abordable pour tous. Et c'est vers le milieu du XXe siècle qu'est apparue l'embouchure en matière plastique moulée. Donc la flûte à bec a plus ou moins disparu après l'époque baroque, mais le flageolet avait peut-être des qualités ou un répertoire lui permettant de se maintenir sur la scène musicale de l'époque et d'évoluer avec elle, ce qui explique le fait qu'il a été joué jusqu'au début du XIXe siècle, même jusque vers les années 1930. Le nombre d'instruments originaux retrouvés témoigne de sa grande popularité. Aujourd'hui, il pourrait donner à certains flûtistes à bec, moyennant un apprentissage assez facile de ses doigtés, un accès à d'autres répertoires originaux plus tardifs que le baroque. Certaines pièces du XIXe siècle écrites pour le flageolet ont été transcrites pour la flûte à bec, mais pourquoi ne pas les jouer au flageolet en version originale? Je voudrais juste citer 2 enregistrements. D'abord, un coffret de 2 CD avec un DVD enregistré par Hugo Rein sous le titre Les Amours d'un rossignol, qui est toute une anthologie du répertoire du flageolet du XVIIe au XIXe siècle. C'est un document très intéressant. Et je voudrais également citer un enregistrement, c'est le dernier enregistrement de Harnoncourt avec le Concertus Musicus de Vienne. Ils ont enregistré la 5e symphonie de Beethoven en utilisant le flageolet à la place du piccolo, et c'est très impressionnant. Donc voilà 2 exemples d'écoute qui sont intéressants. Et voilà, j'ai fini de vous parler du flageolet, qui est un instrument qui me passionne énormément.